Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et en remerciant notamment tous les communicants qui ont accepté de participer à cette table ronde, qui sera polyglotte, puisque nous y parlerons français, italien et anglais. Voilà, donc les trois langues seront. Et allemand, et allemand, puisque Helmut Zang, dont je salue la présence, fera sa communication en allemand. En introduction, je me permets de rappeler que notre projet consiste à, ce que je vais redire dans quelques instants, à s'interroger sur le rapport entre la littérature néoplatonicienne tardo-antique et byzantine et le texte des oracles chaldéiques, de manière à essayer de comprendre dans quelle mesure il est possible d'extraire une authentique théologie chaldéique des interprétations et des contextes citateurs. C'est un problème que nous ne cessons de rencontrer. Il a d'autre part été décidé d'établir une liaison, une sorte de trilogie, si vous voulez, entre les textes néoplatoniciens, les textes des oracles chaldéiques et, d'autre part, la théurgie. C'est la raison pour laquelle nous avions pensé à une première session consacrée au système chaldéen à travers le prisme du néoplatonisme, ce dont il sera question ce matin, avant de passer à des questions doctrinales touchant la métaphysique, touchant le témoignage principalement de Proclus, puis à la théurgie, c'est-à-dire que nous avions 4 sessions qui correspondaient d'ailleurs à l'état initial du projet tel que je l'avais communiqué aux intervenants. Donc, il se trouve que cet ordre est finalement rétabli dans la version 7 du programme du colloque du congrès de Dublin. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais, excusez-moi, voilà. Je vais essayer, en introduction, de présenter le système théologique des oracles chaldéiques tel qu'il est exposé par Michel Psellos dans 3 opuscules qui, dans l'édition de Dominique O'Meara, portent les numéros 39 et 41, en m'interrogeant sur l'éventuelle source proclienne de l'exposé de Psellos. En général, ces textes, ces traités ont été utilisés dans la littérature savante de manière assez ponctuelle, mais il me semble très intéressant de les envisager en tant que texte continu. Alors, la problématique est la suivante. Je vais essayer, pour la facilité linguistique de la communication, de lire et de commenter, parfois en abrégeant mon propos, la vingtaine de diapositives que j'ai préparées. Les questions fondamentales sont les suivantes. Quelles sont les doctrines qui sont exposées, exprimées dans les traités de Psellos? Et d'autre part, peut-on séparer la théologie chaldéique de la gangue des citations et interprétations qui ont assuré leur transmission? Dans le cas des traités de Psellos, la réponse, je peux déjà vous la donner, c'est qu'il ne faut en aucun cas faire confiance à son exposé, qui est un exposé totalement homogène à la hiérarchie de la théologie platonicienne de Proclus. Bon, je pourrais m'arrêter là, hein, mais je vais quand même avancer. Alors, je vous donne très rapidement, mais sans lire, n'est-ce pas, le détail de la description bibliographique, les éléments bibliographiques utiles sur les oracles chaldéiques et sur Michel Psellos. Sur les oracles chaldéiques, nous disposons comme base, si vous voulez, de la dissertation de Kroll en 1894, qui a été très heureusement traduite en français
par le père Saffray en 2016. Je dis très heureusement traduite parce que vous savez que le latin de Croll est tout sauf facile à comprendre et que au fil des années, les chercheurs, il faut bien le dire, avaient tendance à citer la page de Croll mais sans tenir grand compte de ce qu'il disait réellement. Or, Croll avait vraiment mis le doigt sur deux questions: la dépendance de notre connaissance des contextes citateurs, c'est-à-dire le poids des textes néoplatoniciens, et d'autre part la difficulté d'identifier une théologie, notamment une triadologie simple des oracles chaldéiques. Et d'autre part, il y a l'ouvrage évidemment fondamental de Hans Lévy, qui a tenté, du point de vue plutôt du rituel et de la théurgie, de faire cette exérèse, c'est-à-dire cette séparation entre une authentique théurgie chaldéique et d'autre part les contextes citateurs. Et puis je rends hommage aux travaux de notre collègue et ami Helmut Zing, qui avait fait l'honneur à l'École pratique des hautes études de nous donner une série de conférences qui ont donné lieu à un ouvrage publié en 2016, la même année que la traduction de Croll, un livre sacré de l'Antiquité tardive, Les oracles chaldéiques, où vous trouverez au moins jusqu'à cette date une bibliographie complète. S'agissant de Michel Psellos, nous avons enfin comment dirais-je, une base excellente qui est l'édition critique donnée par Dominique O'Meara dans la collection Teubner en 1989, le deuxième volume qui présente notamment les traités 39 à 41 dont je vais parler. Et pour Michel Psellos lui-même, je signale, parce que c'est très commode, le recueil qui avait été rassemblé par le père Desplaces dans la deuxième partie de son volume de la collection des universités de France. Malheureusement, le texte est repris de la patrologie grecque, donc il faut faire confiance non pas au texte de Desplaces, mais à celui de Dominique O'Meara. Et il y a une traduction en français qui a le mérite d'exister et qui n'est pas toujours inexacte. Desplaces avait, dans une communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, fait une sorte de panorama prospectif très intéressant sur le renouveau platonicien du XIe siècle, Michel Psellus et les oracles chaldéiques. Et puis, je vous signale, car c'est extrêmement utile, les notices du dictionnaire des philosophes antiques, et notamment les pages dues à Concetta Luna et Alain Philippe II, page 1600 à 1606 du volume 5b, qui contient un inventaire exhaustif des sources disponibles pour reconstruire le commentaire perdu de Proclus sur les oracles. Alors, pour ce qui est de la question que je vais plus particulièrement traiter aujourd'hui, j'ai rassemblé sur cette diapositive quelques références utiles. Psellos n'a certainement pas eu un accès direct aux commentaires perdus de Proclus sur les oracles chaldéiques. Il ne faut pas s'imaginer qu'il disposait d'un codex comportant la totalité du commentaire de Proclus. Et deux savants, Westering et O'Meara, se sont penchés sur cette question. Westering, dans un article ancien de 1942, repris dans ses Collected Papers de 1980, intitulé Proclus Procopius Psellus, a suggéré que Psellos pouvait encore lire, peut-être par l'intermédiaire de Procope de Gaza, des extraits du commentaire de Proclus sur les oracles. La question a été reprise par Dominique O'Meara dans une étude publiée en 2013 sur le commentaire de Psellos aux oracles et le commentaire perdu de Proclus, étude qui concerne plus particulièrement non pas nos traités 39 à 41, mais un traité antérieur, 38, qui, vous le savez, le traité 38, enfin, d'Oméara 238
de Psellos est la première collection que nous ayons conservée des oracles, c'est-à-dire que c'est une série d'oracles accompagnés d'exégèses. Et c'est ce texte que Dominique Omer a étudié en essayant de, si vous voulez, de défaire l'écheveau constitué par l'exégésis ton chaldaïkon reton, c'est-à-dire le traité 238, le commentaire perdu de Proclus, les extraits chaldaiques de Proclus contenus dans le Vaticanus grec 1026 et l'ouvrage critique de Porocope de Gaza qui s'était attaqué à Proclus. Donc ça, ce sont deux références bibliographiques fondamentales. Alors, j'attire votre attention sur l'article de Ruth Mayer-Chick, publié en 2001, qui s'est intéressé à la question des triades dans l'exégèse néoplatonicienne et qui, reprenant d'ailleurs certaines remarques de Kroll, font suggérer que l'on assistait à une sorte de prolifération triadique ou triadologique dans la littérature néoplatonicienne. D'autre part, les travaux de Luc Brisson sont très utiles pour nous parce que Luc Brisson a en fait une position relativement sceptique quant à la possibilité de dégager des textes néoplatoniciens les éléments d'une authentique théologie chaldéique. En quoi il s'écarte, si vous voulez, de la méthode qui a été mise en place par Helmut Zeng particulièrement. Alors, les trois textes que je voudrais considérer, et que évidemment, dans le temps dont je dispose, que je ne peux pas lire, et que je me contenterai de résumer en donnant des passages précis, si vous voulez, portent des titres intéressants. L'opuscule 39 s'intitule Ectesis Kephaliodes kai syntomos ton para Chaldaios dogmaton. Exposition sommaire et concise des opinions des Chaldéens. Donc, cela se présente explicitement comme un résumé. De même, l'opuscule 240, dont le vocabulaire aussi est important. Hypotyposis Kephaliodes ton para Chaldaios archaion dogmaton. Esquisse sommaire des opinions anciennes des Chaldéens. Et l'opuscule 241 s'intitule Ectesis Kephaliodes kai syntomos ton par Assyriois dogmaton. Exposition sommaire et concise des opinions des Assyriens. Vous aurez remarqué, bien évidemment, l'emploi des adjectifs Kephaliodes et dans 2 cas sur 3 de syntomos. Donc, ces trois textes qui sont parallèles, qui ne sont pas identiques les uns aux autres et qui ont des recoupements très importants, si vous voulez, se présentent comme une exposition, je dirais, fidèle, point d'interrogation, aux doctrines chaldéennes. Alors, le but de mon enquête va être ici de comparer les sections initiales de ces opuscules consacrés aux ordres transcendants, de l'un aux intellectifs, en prêtant une attention particulière et critique à l'organisation en triade, très liée, nous allons le voir, à l'interprétatio néoplatonicienne, et en comparant la présentation des ordres transcendants de réalité avec la structure des ordres intelligibles, intellectifs, telle qu'elle est exposée dans la théologie platonicienne de Proclus. Alors, je passe sur le petit résumé que je propose de l'article de Ruth Mayer-Chick. Et d'autre part, je vous signale l'intérêt qu'il y a à relire des pages de Pierre Hadot dans son Porphyre et Victorinus sur les triades chaldéiques à travers les constructions néoplatoniciennes de Porphyre à Proclus et Damasius. Et je rappelle, parce que il ne faut jamais, comment dirais-je, écarter le texte fondateur de Kroll, De Oraculis Chaldaicis, qu'il a décrit à plusieurs reprises l'écart entre le système chaldéique et la triadologie néoplatonicienne. Aujourd'hui, je laisserai de côté
les parties de ces trois traités de Psellos qui concernent les réalités inférieures au plan intellectif. Parce que les éléments de comparaison manquent avec la théologie platonicienne de Proclus, qui, vous le savez, est, comment dirais-je, ça s'interrompt, dont on ne sait pas véritablement si elle est complète, et d'autre part, les trois opuscules ne concordent pas. Donc, je me concentrerai sur ce qui est clair, c'est-à-dire sur l'organisation des ordres transcendants. Alors, quel est le système des principes transcendants? Le système est très facile à repérer. Selon l'opuscule 239, il y a un principe unique de toute chose, mia archet on panton, célébré par les Chaldéens, et le verbe employé anumnousin, comme l'un et le bien. Il est qualifié ailleurs d'ineffable arreton. Il s'agit bien évidemment du principe premier des néoplatoniciens que les auteurs des oracles chaldéiques, pour qui le dialogue platonicien de référence était le timée, ne pouvaient évidemment professer. Donc il s'agit là, si vous voulez, d'une affabulation théologique néoplatonicienne. Plus intéressant est ce qui vient ensuite. Un abîme paternel, patrikos butos, composé, nous dit Psellos, de trois triades, ektrion triadon synkeimenos ou plérouménos, qui correspond très exactement au plan proclien de l'intelligible du noéton, tel qu'il est étudié dans le livre 3 de la théologie platonicienne. Chacune de ces triades, que les Chaldéens qualifient aussi d'intelligible, noétai, comporte un père, une puissance et un intellect. Elle est constituée d'un père qui occupe la première place, il est protos, d'une puissance dynamis qui occupe la place médiane, messé, et d'un troisième terme, un intellect, nous ep autois tritos, où l'on reconnaît la fonction épistrophique caractéristique du troisième terme de la triade proclienne, puisqu'il est chargé en un mouvement de retour de clore sur elle-même la triade, synkleion, pros eoten, ten triada. Le parallélisme structurel avec les triades procliennes du livre 3 de la théologie platonicienne a déjà été mis en évidence par Hans Lévy et Luc Brisson. Et je remarque que la description qui est faite de ces triades avec un père, une puissance et un intellect correspond à une extrapolation à partir de la triade chaldaïque initiale et peut-on penser authentique. Je renvoie sur cette triadologie chaldaïque à l'exposé très clair d'Helmut V. Vient ensuite, ce qui est plus intéressant pour nous, le système des principes, le système des intelligibles et intellectifs. Après le plan de l'intelligible vient celui de l'intelligible et intellectif que Psellos décrit en des termes empruntés à Proclus. Met has allon diakosmon ton noeton hama kainoeron. Après les triades intelligibles, ils disent qu'il y a un autre diakosme constitué des intelligibles et intellectifs. Et ce diakosme, décrit comme intermédiaire, mesos, entre les intelligibles et les intellectifs, est lui aussi divisé en trois. Triché, kai touton, dieremenon. Les yinges, les yunges, les assembleurs, synokeis, et les télétarques, télétarkai. Et on voit immédiatement dès la description de ce début des traités de Psellos une logique triadique, je ne dirais pas une logique triadique folle, mais une logique triadique systématique qui a évidemment une origine proclienne. Alors, cette terminologie, je n'ai pas la possibilité d'étudier ça en détail, qui doit renvoyer originellement à des rituels théurgiques, est étudiée dans les divers travaux de Kroll, Hans Lévy, Luc Brisson, Helmut V, et j'ai également examiné cette question dans mon article sur le rituel théurgique de théologie platonicienne 4.9. Pour Sunokeis,
on peut hésiter entre deux, comment dirais-je, deux traductions, assembleur ou mainteneur. J'ai préféré la traduction par assembleur qui rend mieux, si vous voulez, la notion de sunekein, sunokei, et qui est, vous le savez, liée à l'image du ciel suprasensible. Alors, pour Proclus, ces entités correspondent respectivement au premier ordre des intelligibles et intellectifs, le lieu supracéleste du Phèdre, à l'ordre médian, qui est suprasensible et récupère en quelque sorte la fonction compréhensive et englobante du ciel, et au troisième ordre, celui de la voûte subcéleste du Phèdre. Je rappelle en effet que le texte autoritatif pour l'ordre des intelligibles et intellectifs est le mythe du Phèdre, dans lequel les néoplatoniciens ont repéré une topologie très particulière, distinguant entre le ciel, qui pour eux est un ciel suprasensible, parce que Zeus ne saurait se convertir en direction de l'inférieur, c'est-à-dire du corporel, donc un ciel suprasensible. De part et d'autre de ciel suprasensible, vous avez l'Hyperuranios topos et au-dessous la voûte subcéleste Hyperuranios apsis. Donc l'Hyperuranios topos correspond au yinge, le ciel correspond aux sunokeis, aux assembleurs, et la voûte subcéleste Hyperuranios apsis correspond aux télétarques. Pour Proclus, cette hiérarchie correspond, dans une reconstitution faite par lui du rituel élusinien notamment, à la distinction entre la purification préparatoire, télété, la muesis, qui correspond au passage au niveau des triades célestes, et d'autre part l'époptéia, qui est l'entrée dans le lieu supracéleste. Alors, Kroll avait déjà commencé à montrer tout le poids de la reconstruction proclienne et néoplatonicienne. Il dit, on voit avec, je cite la traduction en français, on voit avec quels artifices les néoplatoniciens ont adapté la théologie chaldéique beaucoup plus simple à leur propre théologie. Alors, ce qui est très important, c'est la liaison qui est établie entre le plan des intelligibles et intellectifs et la division des mondes, des cosmoi. On remarque que dans le traité 239, Psellos se contente de mentionner une yinge intelligible, noété jungs, qu'il situe donc au premier rang des intelligibles et intellectifs correspondant à l'Hyperuranios cosmos. Mais de manière plus subtile, dans l'Hypotyposis Kephalaiodes, il parle de triade intelligible et intellective au pluriel et distingue entre un premier terme qu'il énonce au singulier comme une yinge et d'autre part, après elle, methen trois autres yinges qualifiés de paternels, intelligibles et ineffables, patrikai, kai noetai, kai aphthentoi, prédicat qui les situe clairement au premier rang de l'ordre médian des intelligibles et intellectifs. On a donc une unité qui, et de cette unité procède une triade. Alors ces yinges divisent les mondes subséquents en trois régions. La région ignée ou empyrée, la région éthérée, la région matérielle ou illique. To empyrion, kaito aiterion, kaito hulaion. Et cela assigne à ces yinges un rôle principal dans le système chaldéique des mondes et en cosmologie. Le relais étant pris un peu plus bas, selon l'Hypotyposis, par les télétarques, qui eux aussi sont au nombre de trois et régissent l'un l'empyrée ou monde igné, l'autre l'éther et le troisième la matière. Hon, homen empyrios, oide aiterios, rode ularches. Une correspondance hiérarchisée s'établit donc entre les fonctions des trois assembleurs et des trois télétarques et celle plus principielle des trois yinges. En effet, les assembleurs entrent aussi dans ce système, si j'ose dire, puisque selon l'ectésis chaldéenne, après le yinge intelligible, ils assument la triple fonction d'organisation des mondes. Hein?
metadetoten, oi synokeis, o impurios, o aiterios, o ulaios. Quoi qu'il en soit, on observe, quoi qu'il en soit, des différences textuelles entre ces trois traités de Psellos, on observe une organisation hiérarchique des yinges, des assembleurs et des télétarques, une organisation hiérarchique triadique qui régit la tripartition ultérieure des mondes. C'est-à-dire que cette distinction fondamentale entre Empyrios, Aetherios et Ulaios est fondée sur une distinction triadique au sein des yinges, des assembleurs et des télétarques. Alors, il faut rappeler que la yinge principielle est dite Noété parce qu'elle occupe le premier rang qui est analogiquement intelligible et cela correspond, vous le savez, aux formes du lieu supracéleste du Phèdre. Alors, les choses se compliquent parce que l'ectésis chaldéenne précise qu'il y a en fait 7 mondes. Un monde Empyrios, 3 mondes Aetherioi et 3 mondes Ulaioi, dont le dernier est dit terrestre et ennemi de la lumière, Misophaes. C'est le lieu sublunaire qui a aussi en lui la matière qu'ils appellent abîme, butos. Je passe, pour ne pas trop compliquer les choses, sur une grande difficulté de nos sources, parce que d'autres textes laissent penser que le monde igné Empyrios n'est pas véritablement cosmique ou cosmologique, mais correspond au plan intelligible des idées et qu'il n'est pas corporel. Il y a ici une difficulté dans les sources dont nous pourrons peut-être reparler, mais sur lesquelles que je me contente de vous signaler au passage. Alors, je voudrais m'interroger maintenant sur la façon dont la hiérarchie des yinges, des assembleurs et des télétarques est décrite par Psellos dans ses traités. Les 3 yinges sont paternels, intelligibles et ineffables, ce qui décrit avec précision l'ordre supérieur des intelligibles et des intellectifs, car les formes dans le lieu supracéleste du Phèdre sont pour les néoplatoniciens comme des intelligibles dans l'ordre médian des intelligibles et intellectifs. Et elles reçoivent ces formes dans leur ordre propre, les prédicats qui antérieurement caractérisent les formes intelligibles au sens premier du terme. Alors, nous allons remarquer des schèmes typiquement procliens dans la manière dont est décrite la hiérarchie de ces 3 ensembles de principes. Les yinges produisent les états d'union ou d'unité ineffables de toutes choses. Aimen junges tas aftinctus autois henoseis ton panton ufistasi. Tandis que les assembleurs qui viennent immédiatement après les yinges, meta tas jungas prosekeis, et qui intermédiaires entre les intelligibles et les intellectifs de cet ordre médian, fixent en eux-mêmes le centre de la communauté de ces 2 niveaux de réalité à la fois. Meta ton noeton, kai ton noeron kentron, tes amphoteron koinonias, en eotoi spexamenoi. Autrement dit, les intermédiaires assurent, si vous voulez, la liaison, la médiation, la médiété entre ce qui vient avant eux, les yinges, et d'autre part ce qui vient après, les télétarques. Et les synokeis unifient les processions de la pluralité des êtres, tas produs tu pletus ton anton henitzusin, ce qui suppose à ce niveau qu'il y a déjà une procession qui a besoin d'être unifiée. Autrement dit, la hiérarchie des yinges, des synokeis et des télétarques est décrite selon un schème processif. Les yinges, les assembleurs et les télétarques sont des monades, et le terme mérite d'être souligné, présentant des degrés décroissants d'unité, la pluralité commençant à se manifester dans le rang médian pour s'achever pleinement au 3e niveau. Ici, c'est du pur proclus. Eiside aimen junges monades monon, oide synokeis monades ede prophainusai to pletos, oide teletarkai monades dieremenon ekusai to pletos. Les yinges sont seulement des monades, les assembleurs des monades qui déjà laissent apparaître la pluralité, et les télétarques
des monades où la pluralité est dans un état de division achevé. Et on reconnaît là clairement un schème néoplatonicien tardo-antique qui est exprimé par Proclus et après lui par Damasius, c'est-à-dire une séquence du type adiaireton, diairoumenon, dieremenon, hein, ce qui est indivis, ce dont la division est en train de se produire et ce dont la division est achevée. Et ceci ne peut qu'être directement emprunté aux commentaires de Proclus. Alors, Psellos décrit ensuite, et c'est très intéressant aussi, l'ordre des intellectifs, où l'on reconnaît de manière typique une structure hebdomadique, deux triades et une monade, l'hebdomade étant produite, étant engendrée de la manière suivante, 3 que multiplie 2 plus 1. Et cela correspond à la démonstration donnée par Proclus dans le livre 5 de la théologie platonicienne. Psellos dit Metaton meson diakosmon, onoeros esti, miamen ekon triada patriken, ten tu hapax epekaina, kaites ekates, kaitu dis epekaina. Heterande ten ton ameilikton trion onton, kai hena ton upezokota. Cette phrase est fondamentale. Après le diakosme du milieu, c'est-à-dire celui des intelligibles et intellectifs, il y a le diakosme intellectif qui comprend une première triade paternelle, le une fois au-delà, ékat, et le deux fois au-delà. J'y reviendrai, ce sont des termes typiquement chaldaïques. Une autre triade, celle des trois implacables, et un autre terme unique, celui qui ceinture par en dessous. Cette phrase rassemble tous les éléments, tous les termes chaldaïques, notamment au hapax epekaina, au dis epekaina, au upezokos, que l'on peut mettre en relation, comme je viens de le dire, avec la doctrine de l'hebdomade dans le livre 5 de la théologie platonicienne. La triade paternelle correspond aux trois pères que sont pour Proclus, Chronos, l'intellect intelligible dans l'ordre intellectif dont il est le sommet, Rhea, qui est le plérome de la vie intellective, et Zeus, l'intellect démiurgique qui est proprement intellectif. Donc on a, si vous voulez, une correspondance entre la triade des termes chaldaïques et les trois dieux, Chronos, Rhea et Zeus, dans la théologie platonicienne, livre 5. Ensuite, il y a les ameilictoi, les implacables. Et les implacables chaldaïques, ameilictoi, correspondent aux akrantoi, aux immaculés de Proclus. Ce sont des dieux anonymes qui forment couple avec chacun des trois dieux, Chronos, Rhea et Zeus, et dont la fonction est de garantir fermement la transcendance et la pureté imparticipée des trois pères, qui constituent donc des couples avec eux. Quant à l'upezokos, celui qui ceinture par en dessous, l'expression est attestée dans les oracles, il est situé après l'intellect démiurgique et il correspond au principe d'altérité, cette monade séparative maintenant l'ordre intellectif séparé des réalités postérieures et assurant la transcendance de l'ordre intellectif. En outre, la monade séparative est aussi la cause de la diacrisis interne des intellectifs. Alors, je passe là sur les références textuelles et bibliographiques pour donner une remarque qui ne fait que reprendre, à vrai dire, les brillantes analyses d'Helmut-Zing, c'est que les expressions apax epekaina et dis epekaina, où l'on remarque un epekaina, évidemment, de saveur platonicienne qui nous renvoie à République 6, ont probablement été interprétés à contresens par Proclus. Le apax, compris dans le sens de l'unité, étant considéré comme supérieur au 10, compris dans le sens de la pluralité. Alors que, selon la doctrine originelle des oracles, le rapport devait être inverse, le deux fois au-delà étant supérieur en transcendance au une fois au-delà. On remarque également la place accordée à Hécate, qui donne naissance à l'âme du monde, dont elle doit être distinguée. Alors, je remarque que dans les traités de Psellos, l'un d'eux est plus développé. C'est le texte de l'Upotyposis Kephalaiodes, qui emploie lui aussi le vocabulaire chaldéique. La première triade
O apax legomenos, Hécate et Odys et Pécaïna, est celle des pères sources, Pégaioi pateres, ou meneurs de monde, Cosmagoi, en tant qu'ils sont immédiatement placés sur les mondes. Os prosekos epibainontes tois cosmois. Vous remarquez le préverbe épi. Le apax epekaïna correspond à l'intellect paternel, nous patricos, le premier intellect, qu'il ne faut évidemment pas confondre avec le terme premier des triades intelligibles dans l'exposé de Psellos. C'est un intellect tourné vers les intelligibles, os prostanoeta, c'est-à-dire que c'est un intellect qui purement intellige, et il est père en tant qu'il est père de tous les intellectifs. Entre les deux, Hécate porte la valeur de la vie, Zoé, caractéristique féminine du terme médian dans la triade néoplatonicienne. Elle emplit toute chose de lumière intellective et de vie. Noéru, potos, kai zoès, panta, pleroi. Je rappelle sur la notion de source et de principe un très bel article d'Adrien Le Serre et Lucia Saudelli. Arrêtons-nous 2 minutes sur Hécate. Psellos nous donne une représentation très précise d'Hécate qui possède autour d'elle-même des sources de différentes natures, Hécaïdé, Périhoten, et Hécate, Pégas, Diaphoron, Phuséon, qui est le lieu de diverses sources. Au niveau de la ceinture, Kataton Zostera, la nature qui est soulevée sur son dos, et sur ses flancs à droite la source des âmes, et à gauche la source des vertus. J'ai eu l'occasion d'analyser ailleurs les témoignages sur cette configuration d'Hécate. Et je remarque une fois de plus quelque chose d'étonnant, c'est qu'aucune représentation de ce type, d'après ce que l'on trouve chez Psellos ou dans d'autres sources, n'est attestée par l'archéologie. Si on dépouille le dictionnaire de référence, le LIMC, on s'aperçoit qu'aucune statue d'Hécate de ce type n'a été découverte. Ce qui me conduit, presque une conviction maintenant, à penser que les descriptions d'Hécate que l'on trouve dans divers textes, et notamment dans le traité de Psellos, à partir de Proclus, pourrait être la description véritablement d'une Hécate apparaissant dans une autophanie. Et je rappelle que dans la vie de Proclus par Marinus, enfin dans l'éloge de Proclus par Marinus, il nous est dit que Proclus a bénéficié d'apparitions de la déesse. L'hypothèse que je suis vraiment tenté d'admettre est que le commentaire de Proclus aux oracles chaldéiques comportait une description de la déesse Hécate conforme à ce que Proclus avait vu dans une autophanie de la déesse, ce qui expliquerait, et vous savez que Proclus avait une dévotion particulière pour nombre de dieux, et notamment pour Hécate, ce qui pourrait expliquer le caractère très particulier de cette description. Alors, avançons. Les 3 pères sont, donc, je l'ai dit, des sources. Ils sont Pégaï, Otai, Hepta. Psellos détaille leur organisation qui est marquée par une dégression typiquement néoplatonicienne, une dégression de l'idée, de l'unité jusqu'au dyadique, et qui se caractérise par des degrés de transcendance différenciés. Au premier niveau, le apax epekaïna, c'est-à-dire l'intellect tourné vers les formes intelligibles, est qualifié d'unitaire. Heniaios, adjectif très important dans le lexique de Proclus, qu'il applique particulièrement aux énarques. Hécate, en position médiane, est seulement au-delà, monon epekaïna. Et là, je l'ai déjà dit, un rang générateur de vie, zoogonos taxis. Tandis que le 10 epekaïna a un rang démiurgique, taxin men elaken entais pegais démiurgiken. Il précontient un modèle constitué des formes qu'il impose au monde. Otos pruteke, ton ton ideon tupon to cosmo. S'il est appelé 2 fois au-delà, c'est qu'il est dyadique, en ce que d'une part, il contient dans son intellect les intelligibles, en quoi il ressemble à l'intellect antérieur, tandis que d'autre part, il introduit la sensation, c'est-à-dire le caractère sensible, dans les mondes. Nomen katekon tanoeta, aistesinde epagon
toi cosmos. Et il correspond très exactement à l'intellect démiurgique de Zeus, qui est Zeus dans la théologie platonicienne, livre 5. Après la triade des pères sources, Psellos décrit la fonction des implacables, ameilictoi, qui sont mis, et c'est très intéressant, en relation avec les sunokeis du plan antérieur, intelligible, intellectif, de ce diacosme supérieur, c'est-à-dire du plan intelligible et intellectif, et notamment des sunokeis qui ont la position médiane. Les implacables ont reçu, l'expression est très belle, la puissance fulgurante des assembleurs, upodexamenoi ten presterion ton sunokeon dynamin. Et on remarque au passage l'adjectif presterios, chaldaïque, qui qualifie la puissance des assembleurs, à distinguer probablement de leur essence ou de leur hyparxis. Je verrai volontiers ici l'allusion à une distinction hyparxis energeia, hyparxis dynamis, excusez-moi, hyparxis dynamis, qui a une saveur très néoplatonicienne. Les implacables sont les gardiens de la nature que les pères tiennent d'en haut. Frurussi tas hyparxeis anoten ton pateron. Ils préservent immuable et transcendante l'hyparxis des pères, en même temps qu'ils conservent immaculées les activités sources de ces pères. Tas pegaias oton energeias acrantus culatusin. Et là, on remarque dans ce texte de Psellos, que je viens de vous citer partiellement, l'usage du terme akrantos, qui correspond à ameiliktos, et akrantos étant typiquement proclien, et surtout la distinction néoplatonicienne hyparxis energeia. Autrement dit, dans ces analyses, je reconnaîtrais volontiers un vocabulaire qui est un vocabulaire proclien, hyparxis, dynamis, energeia, qui est une triade fondamentale. D'autre part, j'attire votre attention sur l'emploi du verbe frurein, frurussi, tas hyparxeis anoten ton pateron. La fonction du frureticon est d'assurer le maintien d'une transcendance unitaire, et ceci est bien exposé par Proclus dans les éléments de théologie, proposition 154. Et je vous renvoie à l'exposé très clair de Brisson sur la notion de frura, caractéristique des trois gardiens immaculés. On a donc là, si vous voulez, un affleurement très caractéristique, un indice de vocabulaire proclien. J'arrive à la fin de ma descente, si j'ose dire. Dernier terme de l'hebdomade, c'est le Dieu qui ceinture par en dessous, c'est-à-dire qui sépare le plan des intellectifs de tout ce qui vient après et qui est désigné par le terme chaldaique de upezokos. Alors, cette upezokos correspond à la monade séparative de Proclus, c'est-à-dire la septième monade qui est ajoutée par Proclus aux deux triades, la triade Chronos, Rhea, Zeus et la triade des Immaculés, Akrantoi. C'est la septième monade qui a pour fonction d'assurer en interne la distinction des formes des dieux intellectifs et d'autre part leur séparation transcendante par rapport à ce qui vient après. Alors on remarque curieusement dans l'hypotyposis une expression plurielle. Psellos parle de la source des dieux qui ceinturent. Et ton upetzokoton pege. Peut-être en raison de sa structure, elle aussi hebdomadique. Il s'agit d'une donnée importante, c'est-à-dire qu'au sein de l'hebdomade de livre 5 de la théologie platonicienne, chacun des termes de l'hebdomade a lui-même une structure interne hebdomadique. Il y a comme un effet spéculaire, si vous voulez. En tout cas, Psellos nous dit que ce septième terme est la cause primordiale de la division intellective. Et le vocabulaire protourgos, aitia, tes noiras, diakriseos est une expression de saveur néoplatonicienne manifestement empruntée au vocabulaire de Proclus. Alors, conclusion. Premièrement, on relève une même structure fondamentale qui a des parallèles précis avec la doctrine théologique de Proclus, telle qu'elle est exposée systématiquement dans la théologie platonicienne.
Deuxièmement, les exposés de Psellos ne sont assurément pas une source fiable pour la reconstruction de la théologie chaldéique et ne sont que les témoins d'une interpretatio platonica remontant à Proclus. À partir de l'authentique triade chaldéique, il y a eu comme une prolifération de structures, avec notamment production d'une hebdomade, 3 que multiplie 2 plus 1. Mais ce que j'observe, c'est que le modèle de la triade chaldéique, avec un intellect premier, avec comment dirais-je, un intellect premier, une dynamis et un deuxième intellect, comme, se retrouve jusque dans la description des triades intelligibles dans l'exposé de Psellos. Autrement dit, le modèle, le noyau, si vous voulez, authentiquement chaldéique a été en quelque sorte démultiplié, et démultiplié de façon réglée. Alors, il faut dire que la bonne foi néoplatonicienne se fonde sur l'idéal de l'harmonie d'Orphée, Pythagore, Platon avec les oracles chaldéiques. C'est le fameux ouvrage de méthodologie exégétique de Syrianus. À travers les oracles, faut-il le rappeler, ce sont les dieux eux-mêmes qui parlent. Et la vérité de la théologie de Platon, exprimée à travers les dialogues, disséminés dans certains, rassemblés dans le Parménide, concorde naturellement avec l'enseignement de ces oracles révélés, dont l'exégèse, sans surprise, fait apparaître un système qui est le même que celui de la théologie platonicienne. Autrement dit, du point de vue d'un néoplatonicien de l'Antiquité et de la période byzantine, c'est la théologie de Platon qui est en accord avec la révélation des oracles. Alors, je terminerai là-dessus en mentionnant les conclusions presque identiques de l'ectésis chaldéenne et de l'ectésis assyrienne, qui affirment que les opinions des Chaldéens ont été pour la plupart admises par Platon, par Aristote et Platon, et que Plotin, Jamblique, Porphyre et Proclus les ont toutes suivies et reçues, asyllogistos, dit l'un des textes, comme des paroles divines, osteias phonas. Psellos doit avoir trouvé cette conclusion symphonique dans sa source proclienne. Et très probablement, c'est Proclus qui soulignait que la tradition platonicienne unanime a reçu les opinions des Chaldéens, osteias phonas. Voilà, donc je termine ici cet exposé introductif destiné à rendre méfiant à l'égard des textes de Michel Psellos, et je vous remercie.